Kazé est né il y a maintenant 16 ans à peu près, avec notre première VHS qui était les Chroniques de la guerre de Lodos. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait partie des membres fondateurs d'Animeland. Et une fois qu'Animeland était lancé, la problématique qui s'est posée, c'est comment amener l'animé et le manga tel qu'on les connaît aujourd'hui jusqu'en France. À l'époque, il n'y avait rien. Donc c'est comme ça que Kazé s'est fondé de manière un peu impulsive. Et bon, l'histoire aura sans doute donné raison, mais maintenant, quand je regarde comment ça a été fait, je me dis qu'on était quand même un peu fou à l'époque. Doki Doki, c'est un jeune éditeur qui existe depuis 2006. Et voilà, c'est notre 4e ou 5e présence à Japan Expo avec un catalogue de plus en plus développé et de plus en plus connu aussi. L'édition Delcourt sont une maison d'édition qui a à peu près 24 ans et ont décidé de faire du manga depuis 2002. Donc avec la création d'un catalogue un peu divers avec à la fois du shonen, du shoujo et du seinen. Tonkam, une société qui est l'une des plus anciennes boîtes d'édition du manga. On existe depuis, en tant que nom depuis bientôt 40 ans et en tant que boîte d'édition depuis une vingtaine d'années. Voilà. On fait partie du groupe Delcourt depuis 5 ans maintenant. Et on est en catalogue, en taille de catalogue, le plus gros éditeur de manga, puisque comme on est là forcément depuis le début, on a un très très gros catalogue. On a ramené en tout cas en France un peu tous les genres. On est les premiers à avoir fait des jaquettes sur nos livres, les premiers à les avoir fait en sens inversé, donc en sens japonais en gros. On est les premiers à avoir fait du boys love. Voilà, on a essayé d'initier pas mal de choses avec le temps. Le catalogue a un peu évolué et nous avons bien sûr été assez spécifiques sur le shoujo avec des grandes séries comme Fruit Basket ou Nana, donc qui sont bien sûr des best-sellers sur le marché au Japon et en France. Et donc nous avons également de nouvelles séries donc, qui marchent très très bien actuellement, comme Switch Girl, Ottoman, dont l'auteur est à Japan Expo cette année, et Twinkle Stars. Nous avons plusieurs nouveautés en fait, qui sont sorties au mois de juin ou au mois de juillet, et nous avons un ouvrage qui s'appelle Puzzle, donc qui est un shoujo du même catalogue, même magazine que Nana au Japon, donc le magazine Cookie. Et nous avons également Courage Nako, donc qui est une série de l'auteur de Lovely Complex, qui est aussi une très bonne série chez nous. Nous avons également L'œil du loup et nous avons aussi des nouveautés, on va dire, de séries emblématiques qui sortent spécialement pour Japan Expo, comme Switch Girl 8, Twinkle Star 6 ou bien Sacré Mamie 7. Du côté de Kazé, on a pas mal de nouveautés. On a Garden of Sinners qui doit se trouver derrière moi. On vient d'annoncer le professeur Layton. On a gagné une ribambelle de prix également au Japan Expo Awards. On était très contents. On n'a pas encore eu le temps de faire la fête, mais on la fera. Pour Code Geass, pour Piano Forest, pour Un été avec vous, pour Solitaire. On a sorti quelques nouveautés, pas tant que ça. Le premier, c'est HT Night, que l'on connaît en France sous le nom de Lucie l'amour rock'n'roll, qui est passé à l'époque dans le Club Dorothée sur TF1 et sur la 5, et qui s'est fait connaître entre autres par ses chansons, etc., assez décolorées, qui chantait du rock. Et donc, ça fait très longtemps que je voulais sortir ce titre en édition française et les doigts étaient un petit peu bloqués et donc ça a fini par se libérer, donc j'ai enfin pu le sortir. Je voulais au départ organiser un concert à Japan Expo à l'occasion de la sortie pour qu'un groupe live puisse chanter les morceaux sur scène. Mais ça a été un peu compliqué à cause des doigts, les droits pour la musique qui appartiennent à la boîte de Berlusconi en Italie et ces noms. Voilà, donc ça a été très très long, très compliqué. Donc du coup, on a sorti juste le manga, mais je ne désespère pas de faire un concert en septembre. Le deuxième, c'est Kaori Yuki, qui est notre auteur féminin phare de shoujo. Kaori Yuki, en fait, est spécialisée dans les mangas gothiques. Donc il y en a très peu au Japon, mais on va dire c'est un peu le Tim Burton du manga. C'est vraiment très spécial ce qu'elle fait, ça sort complètement du commun. C'est souvent des histoires avec de l'humour noir, sombre. Son précédent manga, par exemple, c'était Ludwig, qui reprenait les contes de Grimm de façon très sombre, mais en se moquant d'une certaine façon des contes de Grimm. Voilà.
Et donc avec Blanche-Neige qui n'était pas si cool que ça, en réalité avec les nains, voilà, etc. C'est fait avec beaucoup d'humour. Et on sort donc Royal de l'Orchestra, qui est une histoire de vampire, en fait, en réalité, où elle retravaille la vision du vampire. Parmi nos titres les plus connus, je peux citer dans 2 styles différents Otaku Girls, qui en fait est une parodie des fans de manga et en particulier de yaoi. Ce sont 2 filles qui sont complètement délirantes et qui partent dans les conventions, faire du cosplay, se déguiser. Elles font des blogs, des fanzines, etc. sur leur passion. Ce shoujo a reçu le prix le Japan Expo Awards du meilleur shoujo là, cette année à Japan Expo. Donc, ce qui prouve que voilà, c'est un titre qui plaît beaucoup, ça tourne très bien chez nous. Dans un tout autre style, un manga d'action qui s'appelle Sunken Rock, dont là je vous montre l'édition collector. Le manga tourne autour de ça, c'est-à-dire l'ascension fulgurante d'un jeune paumé à la tête d'un gang coréen, avec en plus le côté un peu dramatique, qu'il est lui-même truand et il est amoureux fou d'une policière. Donc au fur et à mesure des tomes, il va devoir essayer de gruger pour lui cacher ça tout en préservant son amour pour elle. On a 2 titres qu'on sort à l'occasion de Japan Expo dans notre collection Young. On va dire c'est les 2 titres qui lancent réellement notre collection Young parce qu'on en a déjà quand même beaucoup. Mais pour marquer le coup, on a sorti 2 titres qui sont complètement différents. Donc le premier, Rolf Guy, qui est plutôt un truc d'action avec beaucoup de bastons, mais dont le principe est de monter crescendo en essayant de démontrer que tout s'obtient dans notre société par la violence et que notre système est, quoi qu'on en pense, noyauté par la violence. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a toujours une personne au-dessus de vous pour vous écraser, même si ça ne paraît pas être violent parce qu'il ne vous donne pas une baffe, un coup de poing, mais d'une certaine façon, il use de sa force pour obtenir quelque chose. L'autre titre, qui est un phénomène au Japon, qui s'appelle Yargame, donc c'est l'un des titres qui a eu le plus de succès ces derniers temps au Japon parce que c'est comme Death Note en fait. C'est une série qui est un peu originale et qui sort du commun par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Death Note c'est un ovni dans le shonen et Yargame c'est un peu un ovni dans le young. Et l'idée de Yargame, donc comme son nom l'indique, le jeu du menteur, c'est un jeu où le principe il faut mentir le plus possible et être sans pitié. Il y a 2 séries télé qui ont été diffusées au Japon, il y a eu un long métrage qui est sorti au cinéma, il y a même un jeu vidéo. Pour l'année prochaine, en fait, donc là déjà je vais vous montrer, j'ai une nouvelle série qu'on présente à Japan Expo, qui est Le Fruit de l'éternité, qui est en 6 volumes. Donc en fait c'est une histoire à la fois romantique, un peu gore et humoristique. On va voir un autre titre qui s'appelle Un coin de ciel bleu, qui sortira au mois de mars. On va avoir un one-shot de Boichi, qui est l'auteur de Sunken Rock. Donc des aventures complètement délirantes d'un cuisinier dans l'espace entouré de jolies nymphes. Cette année, on a axé notre gros lancement sur Shonen Up. Shonen Up, c'est une stratégie, c'est un peu moi qui en suis l'auteur. Après, je ne suis pas sûr que ça se passe très bien, hein, parce que tout le monde se plaint tout le temps, mais en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le manga shonen, donc pour adolescents, est très fort. Naruto, Bleach, etc. Le manga seinen, donc plus adulte, est reconnu, Monster, Ikigami et ainsi de suite. Mais il existe un interstice avec un public qui aime des mangas d'action, mais qui n'aime pas forcément des mangas d'action assez infantiles. Donc quelque chose qui est entre le shonen et le seinen. Et nous, on a lancé une marque qui s'appelle Shonen Up. Et cette année, on lance tous les mois un titre Shonen Up nouveau. On lançait cette année notre fameux label, le Young by Tonkam. Le Young, c'est un concept, on va dire, qui est un peu spécial. C'est une sorte de transition entre le shonen et le seinen. Le shonen, sachant que c'est la BD pour adolescents, c'est Dragon Ball, Naruto, One Piece, Dragon Quest, Et puis après, on passe au seinen, qui est la BD un peu culturelle, voilà, qui est, on va dire, un peu moins lue, mais très plébiscitée, parce que c'est là où on trouve les meilleurs scénarios, et en plus, le seinen, c'est un peu l'équivalent de la BD française chez nous.
Mais au milieu, il y a une BD qu'on mélange souvent soit au shonen, soit au seinen, mais qui est moins connue. Et chez nous, on a appelé ça le Young parce qu'au Japon, tous les magazines qui publient ce genre de BD s'appellent Young. C'est Young Jump, Young Magazine, Young Champion, etc. Kazé a choisi d'appeler ça Shonen Up. Nous, on a choisi de garder le nom japonais qui est Young. C'est aussi parce qu'en France, on n'aime pas les noms un peu américains. Par exemple, le Boys Love, la BD gay. Au Japon, ça s'appelle le Boys Love. Mais en France, comme Boys Love, c'est américain, les gens préfèrent appeler ça Yaoi, qui est le terme qui est utilisé pour les fanzines. Avec des hommes qui aiment les hommes, qui aiment les hommes, qui aiment les hommes. Voilà. Et donc, Gantz fait partie du Young. Et le Young, on le reconnaît très facilement. Quand on prend un magazine Young, il y a une fille à moitié nue sur la couverture. Donc, ça annonce toujours la couleur. Et les magazines Young tiennent souvent sur 3 thèmes. Le sexe, la violence ou l'immoralité. Et des fois, les 3 à la fois. Voilà. Donc, du coup, on a des œuvres qui sont obscures, mais qui est en fait une sorte de transition entre le shonen et le seinen. C'est lu par beaucoup de personnes qui vont à l'université, beaucoup de jeunes adultes. La tranche, c'est 20-25 ans. Voilà. C'est pour ça aussi que ce sont des thèmes. Et ça mélange en fait tous les bons éléments du shonen avec tous les bons éléments du seinen. Donc les histoires sont souvent très développées. Donc après, on a forcément comme Gantz des choses qui sont un peu extrêmes ou des choses qui sont vraiment tordues, comme Homonculus, qui là, pour le coup, peut avoir des choses hallucinantes, comme un gars qui se creuse un trou dans le cerveau et qui met la main pour pouvoir avoir des sensations, voilà, etc. On trouve des choses comme ça, mais c'est parce que le Young permet tout. Voilà. Et c'est à quel public ça s'adresse. Nous sommes 2 à choisir les licences, donc j'ai une personne qui vit au Japon, à Tokyo, qui me fait un repérage de titres récents. Donc il va dans les librairies, il regarde, il reçoit les magazines, donc il me propose des choses. On discute un peu parce que moi je lui donne le ressenti par rapport au marché français, puisque c'est pas parce que quelque chose va marcher au Japon que ça va marcher en France. Et même inversement, parfois on a des meilleurs résultats en France qu'au Japon, en proportion, toute proportion gardée par rapport au nombre de lecteurs qui sont beaucoup plus nombreux au Japon. Et donc on fait un choix comme ça, puis après on fait les offres aux éditeurs. Et quand elles sont acceptées, on lance le plan de communication. Il faut chercher les titres. On a aussi pas mal de partenaires qui nous proposent. Il y a un gros travail de déblayage. Et une fois qu'on a fait ce travail, la question c'est ce titre, est-ce qu'il nous intéresse, pourquoi il nous intéresse, à qui il s'adresse, comment on va l'amener, etc. La spécialité de Kazé, quand même, une des spécialités de Kazé, ça a toujours été d'innover, non seulement dans les titres, mais aussi dans la manière de les exploiter. Par exemple, la stratégie qu'on a déployée pour le cinéma, actuellement nous avons Summer Wars au cinéma, mais c'est une stratégie qui a plusieurs années, qui a été difficile à implémenter, mais qui porte vraiment ses fruits. Donc quand on a un titre, la première question qu'on se pose, c'est à qui il s'adresse, comment on va le faire pour ces gens-là, et surtout comment faire pour sortir de la niche de l'animation japonaise ou des gens qui s'intéresseraient à ce titre en premier lieu, pour étendre la portée de l'animation japonaise ou du manga. Et donc il y a beaucoup de moyens de faire ça. D'abord, prendre des titres de niche spécifiques comme Initial D qui s'adresse aussi aux fans de voitures. On a très bien réussi sur cette niche. Prendre manga, animé, peut-être avoir un tie-up avec le chanteur et essayer de monter quelque chose de plus grand. Le label Akata qui choisit, donc on a un éditeur qui s'appelle Dominique Verret, donc qui est responsable éditorial de tout ce catalogue. Et donc je préfère le laisser réfléchir à cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons une spécificité sur le shoujo. Nous avons également tout un pan seinen, un pan shonen, donc pour le manga pour les garçons, et un pan josei, donc qui est pour le manga pour les jeunes femmes. Est-ce qu'on va arriver au manga numérique? Alors, moi personnellement, je pense que le papier c'est quelque chose qui existera toujours. Quand j'étais petit et que les ordinateurs et les scanners sont arrivés, bon j'exagère, quand j'étais petit les ordinateurs ça n'existait pas. Dans les années, on va dire quand les ordinateurs sont vraiment arrivés, j'ai entendu bientôt il n'y aura plus de livres dans les bibliothèques, tout va être scanné, tout sera numérique. Et pourtant en fait 20 ans plus tard il y a toujours des livres en papier, les bibliothèques sont toujours remplies de livres et le numérique, Google se bat encore pour pouvoir mettre les livres sur le net. Donc, je n'y crois pas réellement. Le manga numérique, en fait,
Concernant la version téléphone, moi j'ai toujours trouvé que c'était, même malgré les écrans iPhone, tout ça, j'ai toujours trouvé que c'était pas agréable. Bon après, j'ai pas 14 ans, donc j'ai pas forcément les mêmes habitudes que tout le monde, que les plus jeunes. Mais ce que je vois, c'est depuis que j'ai l'iPad, c'est beaucoup plus sympa de lire du manga. Et donc là en fait, c'est quelque chose qui veut vraiment nous intéresser de près. La maison mère de Doki Doki, c'est Bamboo Édition. Et Bamboo s'est associé avec d'autres éditeurs pour créer le portail Isneo. Et sur ce portail, on trouve jusqu'à présent beaucoup d'albums de BD franco-belge. Et je pense que la BD franco-belge est très sympa à lire sur un iPad. Donc on peut louer ou acheter des BD dessus. Et je pense qu'un système comparable pour du manga, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont en train de déchanter avec le numérique parce que tout le monde a vu ça comme l'Ouest. C'est un peu comme quand l'Internet est arrivé avec les business angels qui sont arrivés, qui ont investi des sommes énormes dans les sites Internet et puis après qui se sont mis à pleurer parce que ça ne gagnait pas d'argent. Alors que maintenant, l'Internet, c'est plutôt intéressant. Ben, on va dire que l'adaptation en support numérique, c'est un peu la même chose. C'est que tout le monde voit ça comme le futur. Après, comme on travaille avec des éditeurs japonais, il y a des tractations, il y a voilà, ça ne se fait pas aussi facilement que si on publie ses propres auteurs. Le manga numérique, en fait, c'est une question de droit et ça, c'est plus les Japonais, donc nos ayants droit, qui ont le droit en fait, de faire ce genre de choses sur le marché français et sur le marché japonais. Nous n'avons pas en fait, ce droit-là. C'est vrai que ça, c'est aussi intéressant, hein, ce côté un peu interactif et dynamique, faire bouger les cases, mettre du son, etc. C'est très sympa. Après, ça demande des coûts de production qui sont assez élevés, qui peuvent, à mon avis, parfois se rapprocher de certains jeux vidéo. Donc pour l'instant, on est encore au balbutiement et c'est pas pour un petit éditeur comme nous pour l'instant. Adapter une bande dessinée directement dans un support numérique, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'on a plus envie. Par contre, le mélange des genres, justement, ça c'est plutôt intéressant, avoir un peu de vidéo, un peu d'images qui bougent, un truc un peu interactif, avec des couleurs qui sont plutôt jolies. Ça, je trouve que justement, c'est une idée. Je pense pas que ça va supplanter le livre, mais je pense que plutôt ça va ramener un nouveau support. Kazé a été fondé pour amener des programmes qui n'ont pas leur place nulle part en France, ici. Et bien, pour la même raison, on a fondé une chaîne de télé. D'abord parce que la technologie rendait ça possible, ça aurait été extrêmement difficile de le faire plus tôt. Mais aussi parce que on ne peut pas montrer tout sur les chaînes de télé, il n'y a pas assez de place. On a des lois de quotas protectionnistes qui sont extrêmement sévères. Donc, il n'y a pas de place à la télé pour pour une grande partie des programmes qu'on a. Donc, l'opportunité de créer une chaîne, c'est de se dire, nous continuons à placer des programmes qui correspondent au goût de la télé française à la télé française sur les différentes chaînes de télé. Mais pour les autres, ceux qu'on n'arrive pas à placer, etc., pour différentes raisons, parce qu'ils ne conviennent pas au public, ou parce qu'il n'y a pas d'acheteurs qui les aiment, ou parce qu'ils ne les comprennent pas, ou parce qu'il n'y a pas un public suffisant, mais on leur propose de s'abonner à la chaîne Kazé, où là on a vraiment une grosse partie de nos programmes. On a énormément de séries qui sont disponibles sur la chaîne. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont abonnés se plaignent qu'il y en a trop. Mais bon, comme on va les rediffuser, je pense qu'ils auront l'occasion de les revoir par la suite. Et en fait, c'est assez amusant parce que la chaîne a été rendue possible par la technologie, mais le premier projet Kazé TV, c'était un projet de vidéo à la demande. C'est-à-dire, mon idée, c'était que la vidéo à la demande, c'était la télé de demain, et que grâce à la technologie, on allait pouvoir Internet, etc., on allait pouvoir faire en sorte que les gens demandent l'épisode et le reçoivent chez eux directement. En fait, on a scindé le projet, donc Kazé TV, la chaîne, et Kazé Play, qui aujourd'hui est notre service de vidéo à la demande, et où on est capable aujourd'hui de lancer des séries simultanément avec le Japon. C'est-à-dire que là, on vient d'annoncer 3 séries qui seront diffusées à partir de la semaine prochaine, quelques heures après leur diffusion au Japon, en version sous-titrée parce que nous n'avons naturellement pas le temps de les doubler, c'est beaucoup plus long. Et j'espère qu'en continuel, on aura au moins 3 séries à chaque fois de nouveautés. Sachant que sur le service Kazé Play, il y a aussi tous les titres de catalogue qui sont disponibles. Les sorties simultanées, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Pour être honnête, ça fait plus de 5 ans que j'essaie de convaincre le Japon d'en arriver là. Donc c'était extrêmement long, extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est un peu facilité par le fait qu'on fasse partie d'un groupe japonais parce qu'on a un accès, on va dire, plus simple à un certain nombre de contenus, mais j'ai tendance à dire un peu facilité. C'est-à-dire que la plupart de nos contenus ne viennent pas de nos maisons mères
Et nous arrivons à les avoir parce que nous avons réussi à créer des relations de confiance avec les gens et à leur démontrer que de toute façon il fallait qu'ils évoluent et qu'on avait un modèle qui pouvait convenir au futur, ce genre de choses. Donc un petit peu plus facile, oui, comme tout, mais pas forcément. D'ailleurs sur certains c'est un peu plus difficile parce que comme nos maisons mères ont des gens au Japon qui sont leurs concurrents, etc., ça devient tout de suite plus difficile avec celle-là. Le rapprochement de Shogakukan, Kaze et Shueisha, au départ, c'est une très bonne idée. Parce que, on va dire que un éditeur aussi important qui s'installe en Europe pour la gestion des pays d'Europe, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Sauf que je trouve qu'ils ne l'ont pas forcément fait au bon moment. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut arriver avec un gros titre marquant qui éclipse tous les autres et de façon à se placer en tant que, on va dire, pas leader du marché, mais celui qui va conduire le marché. Sauf qu'ils sont arrivés avec plein de titres qui sont pas forcément des gros succès au Japon, c'est-à-dire qu'ils sont dans une certaine moyenne, ce qui fait qu'ils deviennent un éditeur comme les autres. Voilà. Et c'est d'autant plus dur pour eux que justement ils arrivent, ils sont censés apporter quelque chose. En l'occurrence, c'est un rachat, une fusion. Alors les motivations, là encore, ça prendrait très très longtemps d'en parler. Donc, je vais essayer d'en aborder quelques-unes. Mais fondamentalement, le Japon n'est pas un pays qui a une mentalité très internationale. C'est un pays isolé, un archipel. Historiquement, c'est probablement le pays le plus isolé du monde. Donc ils ne comprennent pas très bien, ils ont du mal à s'adapter aux mentalités internationales. Pourquoi les Japonais s'intéressent au manga à l'étranger en ce moment? C'est parce que justement c'est la crise. Donc ça permet de faire tourner la machine, de faire de la promo, etc. Mais juste pendant des années, les Japonais ne pensaient qu'au Japon. Et encore maintenant, quand ils font des mangas, est-ce que vraiment, quand ils font un manga, ils pensent qu'ils vont le vendre à l'étranger? Si c'était le cas, quand l'auteur était en train de dessiner ses planches, il ferait les onomatopées sur un calque de façon à pouvoir les enlever pour qu'on puisse mettre les onomatopées françaises à la place. Non, il ne le fait pas. Donc les auteurs ne pensent pas, et je ne pense pas que les éditeurs pensent au marché étranger. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on demande pour éditer en France, on nous dit c'est pas possible, c'est pas prévu pour la vente à l'étranger, on n'a rien fait pour ça, etc. Cette fusion marque, je pense, un point très important, à savoir le début d'une ère où le Japon s'intéresse plus au contrôle de ses contenus à l'étranger. Aujourd'hui, le manga, c'est 40% du marché de la bande dessinée en France. Il n'y a pas un acteur japonais qui soit présent. C'est-à-dire que tout le monde est licencié, mais il n'y avait pas un acteur japonais qui soit présent directement. Donc je pense que c'est un tournant historique, parce que le manga s'est développé pendant des années, manga animé, comme une contre-culture. C'est-à-dire que les acheteurs, les gens qui décident dans la distribution, dans les chaînes, etc., sont tous trop âgés, ou étaient tous trop âgés, maintenant ça change un peu, pour comprendre ne serait-ce que l'imagerie japonaise. Donc tous les décisionnaires étaient généralement contre le manga parce qu'ils ne le comprenaient pas, mais la vague de fond des jeunes a poussé et a poussé les choses une à une. C'est pour ça que j'appelle ça une contre-culture. Aujourd'hui, c'est encore le cas, moins, mais c'est encore le cas. Mais ce qui pourrait se passer, c'est que si la piraterie et d'autres choses entraînaient, on va dire, une perte de vitesse du marché, ce qui est une des choses qui est en train d'arriver très clairement, tous les gens décisionnaires pourraient s'en désintéresser. Pourraient dire, ah bah oui, c'est passé de mode, c'est fini, etc. Là, c'est plus possible. Le Japon, qui a comme intérêt principal que ses contenus soient à l'étranger, le soutiendra quoi qu'il arrive. Je suis très intéressé de l'avenir là-dessus, parce que pour moi, ma théorie, c'est la raison principale pour laquelle ils ont fait ça, c'est que le manga va mal au Japon. Et il y a des actionnaires qui sont là, quoi, il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de dividendes cette année, il faut des... Voilà. Et donc le fait de créer une boîte comme ça permet de montrer qu'on a des projets, qu'on va faire des choses, qu'on avance. Voilà, donc s'installer en France, voilà, on travaille. Sauf que quand le manga va reprendre au Japon, est-ce que les Japonais vont vraiment se faire chier à s'occuper d'une boîte française? Le résultat des fansubs aujourd'hui, il est simple. De nouvelles séries au Japon qui commencent là en juillet, parce qu'en juillet il y a une nouvelle vague de séries qui commence. Il y a à peu près 1/5 du nombre de séries qui commençaient il y a 5 ans.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les studios japonais sont en train de mourir. Le nombre de séries, c'est devenu très très difficile de produire une série parce que c'est devenu très très difficile à financer. En plus, ils ont plein de problèmes internes au Japon d'animateurs qui ne sont pas assez payés pour la compétitivité, etc. Donc, en gros, j'exagère en disant que l'animation japonaise est en train de mourir, mais elle est en train de souffrir considérablement. Et au Japon, ils sont très inquiets. Et ça, c'est notamment le résultat de l'arrivée d'Internet et des fansubs. Parce que quand on regarde les statistiques, quand il y a un service légal sur Internet qui propose de l'animé, comme aux États-Unis, le deuxième genre téléchargé après les blockbusters hollywoodiens, ce sont les animés. D'accord? Donc il y a des millions, des centaines de millions d'animés qui sont téléchargés illégalement à travers le monde tous les ans. Disons que quand on commence à avoir des séries qui marchent bien, c'est vrai que ça devient un problème. Au début, quand on est un jeune éditeur, on se dit inconsciemment, on se dit un peu naïvement, ah bah c'est bien, ça va faire connaître les séries que j'annonce, les nouvelles séries. Puisque les gens, on se dit, vont racheter après la version papier. En fait, dans les faits, on se rend compte que ils sont pas aussi, tout le monde n'est pas aussi policé qu'on veut le croire, c'est-à-dire une fois que j'ai lu la version à l'écran, je vais acheter la version papier. Donc c'est vrai que dans un marché qui est très concurrentiel, ou surtout quand on est un petit éditeur, il faut qu'on ait des ventes régulières, de bonnes ventes régulièrement. Le Scantrad, ça peut être un coût non négligeable sur nous. Il y a des gens qui disent oui, c'est de la promotion, après les gens achètent. Là, on a les statistiques, on peut dire que non, les gens qui téléchargent, il y en a peut-être 1% qui vont acheter le produit ou le consommer légalement après, mais pas plus. Oui, forcément, ils l'ont vu avant. Alors oui, ensuite, oui, on est obligé parce que c'est pour les avoir plus vite. Rien ne nous oblige à les avoir plus vite. C'est la décision des producteurs et des auteurs de faire ça. Néanmoins, la réponse que nous apportons aujourd'hui, c'est notre service Cassette Play, qui nous permet encore plus vite que des fansubs d'avoir accès à des séries. Mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que l'argent qui venait alimenter la production au Japon a disparu, que donc c'est de plus en plus difficile de financer de la production, et que donc il y a de moins en moins de choses et de moins en moins de choses créatives. Or, c'est l'effet inverse que ce que tout le monde a annoncé qu'Internet deviendrait. Tout le monde a dit Internet, ça va être une plateforme de démocratisation, d'exploitation, etc. C'est fantastique, mais au final, Internet aujourd'hui est en train de coûter des budgets énormes à toute la production audiovisuelle. Ce qui fait que la qualité de toute la production audiovisuelle est en train de baisser. Pas que au Japon, le Japon est le plus touché, mais le problème se pose de la même manière en Amérique. Ma position, c'est surtout de limiter un peu la casse là-dessus, quoi. Ce que j'aimerais, c'est vraiment... ce que j'apprécie, c'est quand je vois des gens qui sont passionnés, qui publient vraiment... ils sont vraiment passionnés, ils font de la communication sur un titre, etc. Donc c'est bien. En revanche, je plains surtout d'autres confrères éditeurs qui voient sans arrêt les volumes qui ne sont pas encore sortis en France, déjà débarquer en Scantrad. Et là, je pense que ça doit vraiment porter un coup sur leur vente, quoi. Le gros problème fondamental du fansub, c'est que la niche, les gens qui connaissent, ils vont le télécharger. À partir du moment où ils vont télécharger, les programmes perdent la possibilité d'être exploités légalement. Perdre la possibilité de les exploiter légalement, c'est perdre la possibilité de les promouvoir. C'est-à-dire que nous, quand on sort Garden of Sinners, c'est pour le faire découvrir au plus grand nombre. D'accord? Mais si tous les gens qui s'intéressaient à la base l'ont téléchargé et qu'on ne peut plus le sortir, il y a plein de gens qui ne le découvriront jamais. Parce que quand même, on fait du travail éditorial, on fait du travail dessus, etc. Donc, tous les raisonnements que j'ai entendus sur le fansub par des fansubers souvent sont viciés. Ils disent ça fait de la promo, etc. Mais ce qu'on se rend compte souvent, c'est qu'ils essayent de trouver des manières de se justifier, de faire quelque chose qui nuit grandement, mais je veux dire, c'est pas qu'il nuit grandement, ce qui nuit grandement et qui continue à nuire grandement, parce qu'au final, c'est la production et la créativité qui est en train de payer pour ça. Concrètement, nous avons des séries en fait shoujo principalement qui ont vraiment une très large diffusion, donc comme Nana Fruit Basket ou bien Switch Girl ou Ottoman comme je vous parlais précédemment. Et en fait, ce sont des ouvrages qui sont en Scantrad, mais très peu en fait lus par des Français. Ils sont lus, mais pas un moyen d'être vraiment préjudice pour nous. Contrairement à d'autres séries chez des éditeurs concurrents qui, eux, en souffrent vraiment. On a une chaîne sur Dailymotion, on a une chaîne sur YouTube. C'est des modèles qu'on connaît. Ils ont été testés aux États-Unis, ils n'ont jamais marché. YouTube et Dailymotion ne ramènent pas suffisamment d'argent pour financer ne serait-ce que la production des animés en cours. Le problème fondamental est le suivant. Pour rendre un animé gratuit, il faut le financer avec de la publicité.
pas que pour l'animé, c'est le principe de base de tout l'audiovisuel et des chaînes. Donc il faut vendre cette publicité. En Amérique, aujourd'hui, il y a un service qui s'appelle Hulu, qui a été fondé par tous les majors. Donc concrètement, c'est la plus grosse régie publicitaire du monde. Et ils arrivent péniblement aujourd'hui à générer de la publicité pour générer du revenu. Donc si aux États-Unis, aujourd'hui, la plus grande régie publicitaire du monde, composée par toutes les chaînes de télé, arrive péniblement à amener du financement sur de la gratuité, nous sommes très loin d'y arriver en Europe. Que ce soit avec Dailymotion, avec YouTube, avec n'importe quel autre service. En plus, on sait que ces services ne sont pas adaptés à ramener du revenu parce que c'est plus des services qui tournent autour du user-generated content, donc de ce que font les vidéos, donc de l'amateur. Donc on sait que ça ne va pas marcher. On le sait déjà. Donc on ne le fera pas. Tant qu'il n'y aura pas de modèle à base de publicité utilisant Internet, et malheureusement nous ne pouvons pas le construire tout seul, parce que les gens qui veulent, des annonceurs qui veulent faire de la publicité dans des produits violents qu'on ne comprend pas bien, de niche, il n'y en a pas tellement. D'ailleurs c'est le problème des chaînes de télé aussi. Eh bien, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, il n'est pas possible d'amener ça gratuitement. Et croyez bien, dès que ce sera possible, on essaiera. Donc ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'amener des modèles à moindre coût, mais on ne veut pas rendre les produits gratuits. Parce que si on le rend gratuit, on s'aborde tout derrière. Japan Expo, c'est une super occasion parce que quand on passe de longs mois de l'année dans son bureau, c'est pas évident de se faire un avis des gens en fait. Il faut partir à la rencontre du public. Donc pour ça, on contacte les libraires, on va voir dans les librairies, des choses comme ça. On n'a pas fait les deux premières parce qu'à l'époque, c'était à Austerlitz. C'était tout petit, c'était une mini-convention. Voilà. On a dû faire à partir de normalement la 3e année. Voilà. Et depuis, tous les ans, ça a changé avec le temps, aussi bien nous que eux, puisqu'au départ, c'était 2 tréteaux, une table, et alors que maintenant, on a un standiste qui compte ses points. Je plaisante. C'est très important pour nous, plutôt en termes d'image, en termes de rencontre avec le public, plus qu'en termes de vente. Évidemment, c'est très important pour lancer des ouvrages, pour communiquer, pour rencontrer et pour animer. Quand on est sur les salons, et notamment à Japan Expo, les gens sont tellement conviviaux, l'ambiance est vraiment bon enfant, qu'on n'a pas besoin de beaucoup demander leur avis. En fait, ils viennent spontanément nous dire « Ah, c'est génial ce que vous faites » ou alors « Ça, j'ai été déçu ». Alors, on essaie de tenir compte de leurs avis et c'est comme ça qu'on a essayé d'améliorer quelques petits trucs dans notre communication, quoi. Ne serait-ce qu'un exemple comme ça, au-dessus du code barre, maintenant, quand la série est terminée, on écrit « Série terminée en X volumes ». Ça, c'est venu des remarques des lecteurs qui ne savaient pas exactement s'ils allaient se lancer dans la série. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que c'est vraiment très sympa de pouvoir croiser les lecteurs et d'avoir leur avis. Avec le changement dans le manga, la première chose qu'on a essayé de faire déjà, c'était proposer des produits qui n'existent pas au Japon et en France. Forcément des premières, parce que se contenter d'être simplement éditeur maintenant ne suffit plus. Donc, comme on avait Masakazu Katsura qui fêtait son anniversaire cette année, il fait un coffret au Japon à l'occasion de cet anniversaire. Donc, normalement, il devait sortir en exclusivité mondiale à Japan Expo. Donc, c'était un super coffret avec 3 livres, etc. Et le coffret a pris malheureusement beaucoup de retard. Donc, du coup, il fallait trouver un autre projet pour sa venue en France. Donc, j'ai proposé en fait de faire quelque chose d'inédit qui est le coffret trilogie. Dedans, il y a Shadow Lady Couleur, qui est une bande dessinée en couleur qu'il avait fait pour son précédent artbook, qui était sorti il y a quelques années. Il y a Dr Shambali, qui était une bande dessinée sur les vampires, qu'il avait publiée dans un Jump, mais qui n'a jamais été publiée en volume relié. Donc, qui est inédit, qui est inédit au Japon. Et puis le dernier, c'est vraiment une création de toute pièce, c'est un sketchbook. En gros, on lui a demandé de nous filer des planches, des croquis, plein de choses, et on les a tous regroupés pour créer une sorte de livre qui s'ouvre à l'italienne, où on peut découvrir un peu son travail, sa façon de travailler. Et finalement, notre grand étonnement ici sur Japan Expo, les gens qui vont se faire dédicacer le coffret, en fait, demandent systématiquement de dédicacer le sketchbook parce que finalement, c'est ce qui plaît le plus aux gens. À l'occasion de la sortie du 27 de Gantz, comme l'auteur est présent à Japan Expo, mais juste pour ses affaires personnelles, bon, il fait quelques interviews,
mais il est plutôt venu en tant que lecteur, fan, etc. Donc il se balade dans le salon. Donc à l'occasion de sa venue, comme il ne voulait pas dédicacer, donc il nous a permis de faire ça, qui est le Guns Cover Girl. C'est une sorte de petit cadeau pour les fans, d'une certaine façon, s'excuser de ne pas faire de dédicace. Et en gros, ce livre qui n'existait pas au Japon réunit en un peu plus de 100 pages toutes les pin-up qu'il a dessinées voilà, à travers Gantz, voilà, sans exception. Voilà. Et donc qui est pareil, c'est un produit qui n'existe nulle part ailleurs, même au Japon. On a essayé de faire un très beau stand cette année et on en est assez content. On lance aussi un grand coup promotionnel sur notre chaîne de télé KZTV, qui est une chaîne payante, qui est disponible sur certains réseaux. On a une scène avec des activités, donc des dédicaces. On a notamment des dédicaces nous avons notamment des dédicaces de manga qui s'y passent. On a la Flanders Company. On a pas mal d'activités sur l'espace KZTV. D'ailleurs, dans quelques dizaines de minutes, on aura l'auteur de Killary qui vient. Du côté manga, nous lançons un certain nombre de nouveaux titres et nous avons une invitée, enfin nous avons deux invités. Nous avons notamment l'auteur de Blue Exorcist. Les grosses animations qu'on fait sur Japan Expo, depuis 2 ans, vraiment, c'est d'inviter un auteur japonais. Donc l'année dernière, nous avons eu l'honneur d'inviter Natsuki Takaya, donc, qui est l'auteur emblématique de Fruits Basket et Twinkle Stars, également des Moines Chimères et Ceux qui ont des ailes. Et cette année, nous avons l'immense honneur d'accueillir Aya Kano, donc, qui est l'auteur d'Ottomen, donc l'une de nos séries les plus emblématiques actuellement. On a fait plus de 300 dédicaces sur le salon, donc c'est énorme. Au Japon, il n'y a pas ce principe des fans qui approchent l'auteur comme on a en France. Au Japon, c'est l'auteur est limite derrière une vitrine, ne fait pas de dédicaces. Ça n'existe pas, le principe des dédicaces au Japon. Les dédicaces, c'est il passe à la télé sur un grand écran et fait « Oui, cher lecteur, je suis content de vous voir ». Ou il monte sur scène et il y a un grand show et tout le monde applaudit. Mais il n'y a pas ce principe, les gens font la queue pour avoir des signatures. Les signatures, ça se donne comme un cadeau à l'occasion du grand concours machin. Vous avez un carton carré, voilà, exceptionnel, mais il n'y en a qu'un pour 20 000 personnes. Voilà. Et donc cette idée de dédicace plaît beaucoup à certains auteurs, moins aux éditeurs, parce que ça a été très dur avec les années de faire accepter aux éditeurs que les auteurs viennent sur un stand pour faire des dédicaces sur les mangas, comme les auteurs de romans, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Nous sommes présents, nous, les éditions Delcourt, sur tous les plus gros salons en fait, en France et en Belgique. Donc, nous sommes présents au Festival de Montreuil pour la jeunesse, au Festival d'Angoulême évidemment, au Festival du Salon du Livre, au Salon du Livre de Belgique, donc Salon de Bruxelles, et également de temps en temps à Saint-Malo. Non, pas de temps en temps d'ailleurs, tous les ans. Je ne vous ai pas parlé de Wasabi Records, mais nous avons aussi pas mal de nouvelles choses à Wasabi Records. Et si je n'en parle pas, je vais me faire tuer lundi par la responsable de Wasabi Records. Nous avons en exclusivité mondiale le nouvel album de Kanon Wakeshima, avec Sony qui nous a prêté un écran 3D pour montrer son clip en 3D qui a été fait avec le nouveau procédé.